Bonjour à vous, mon cher Arnaud, mesdames et messieurs les intervenants, mesdames et messieurs, très chers amis, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième édition du Printemps des technologies ici à Saint-Raphaël, pour avoir une parole forte, construite, intelligente. Je suis également heureux de notre partenariat avec la revue parlementaire et politique, puisque nous organisons deux événements, cette fois-ci dans l'année, avec la Cité des débats. Je tiens également à remercier nos partenaires, de nouveau, Sciences et Avenir et le forum InCyber Europe, donc, qui participent également aujourd'hui à la réussite de cet événement. Alors, les progrès technologiques, c'est vrai que ça nous donne le vertige. On a difficulté de l'appréhender, d'être, comme Einstein disait, c'est-à-dire des architectes et pas seulement des spectateurs. Et c'est vrai que tout ceci progresse avec énormément de rapidité. Il s'agit de reprendre ChatGPT 4. On a notre ami Laurent Alexandre qui vient assez souvent et qui, lors de nos derniers échanges, avait interrogé la salle, comme je vais faire. C'est-à-dire qui, ici dans la salle, utilise ChatGPT 4, pas les intervenants du premier rang. Ah ben voilà, ça n'a pas progressé. Comme quoi, ceux qui diront que Saint-Raphaël est une ville conservatrice, ils n'ont peut-être pas tort. Alors, ce qui est extraordinaire, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas, même la version 3,5, c'est déjà pas mal, puisque la version 3,5 reste la version gratuite. Eh ben, les progrès qui sont faits, effectivement, ne fût-ce que pour la rédaction de courriers, et puis j'avais encore l'occasion d'en parler hier, ma chère Laetitia. C'est vrai que sur les vidéos ou les images, ou l'imitation de la voix qui est celle où on peut se tromper, d'ailleurs, avec la réalité, puisqu'on pourrait très bien, d'ailleurs, c'est pas moi qui vous parle aujourd'hui, d'avoir un personnage qui pourrait avoir ma posture, et également ma façon de s'exprimer, ce qui nécessite évidemment d'avoir la plus grande vigilance. Alors, la technologie offre évidemment des opportunités. Comme vous le savez, je ne suis pas un tenant du « c'était mieux avant ». Et c'est vrai que les exemples peuvent se multiplier dans le domaine de l'alimentation, l'hygiène, la médecine, les transports, le logement, etc. On voit qu'évidemment, des progrès importants ont été accomplis. Et pourtant, vous avez un certain nombre, un grand nombre d'ailleurs, de nos compatriotes, peut-être d'entre vous, qui le contestent. Alors, j'ai un ami qui est ici présent dans la salle qui m'avait expliqué, c'est un monsieur âgé, il m'a dit évidemment c'est mieux avant, parce qu'avant on était jeunes. Bon, ça il se reconnaîtra, cher Claude. Et c'est vrai, on oublie parfois l'évidence. C'est pourquoi on peut expliquer que c'était mieux avant. Mais en allant plus loin, c'est vrai, lundi, on a eu un colloque interreligieux qui était très intéressant. Un certain nombre d'entre vous y ont peut-être participé, donc entre les représentants de la religion chrétienne, donc, qui étaient là, et puis également les représentants du judaïsme. Et puis, on voit qu'on n'est pas dans cette distinction qui est de avant et puis maintenant, et qu'on peut être dans une réflexion, peut-être d'ordre un peu plus philosophique, c'est aussi entre l'espoir et le désespoir, c'est-à-dire dans une société où on rationalise tout, à travers la bureaucratie que j'aime tant également, et où on est à la recherche aussi d'une transcendance ou d'un romantisme aussi, qui peut être, dans une version peut-être un peu plus laïque, être attaché à la religion ou encore aux deux. Donc ça peut expliquer aussi le c'était mieux avant, c'est de se retrouver aujourd'hui simplement avec la force de la raison. Alors il faut néanmoins faire attention, parce qu'il ne faudrait pas que cette déception à l'égard de la raison fasse tomber dans l'irrationalité. On a mis quand même quelques siècles pour sortir de la superstition. Enfin, il existe encore un petit peu, puisqu'il y a quand même, c'est un chiffre que j'ai vérifié avant de venir, mais vous auriez 9% des Français, je ne parle même pas des Américains habitant dans l'État du Mississippi ou de l'Alabama, donc 9% des Français qui penseraient que la Terre est peut-être plate. Alors, ça veut dire qu'il y aurait près de 10 personnes dans cette salle, un peu plus d'ailleurs, si on prend ce pourcentage, là où une vingtaine de personnes qui penseraient ça. Bon, si vous êtes ici à ces conférences, je pense que c'est que vous ne pensez pas. Est-ce que quelqu'un ici pense que la Terre est plate? Non?
Voilà. Peut-être ceux qui utilisent ChatGPT, mais on aura à peu près le même sens. Je le dis, mais néanmoins, quand on s'aperçoit en tant qu'élu local des discussions qu'on peut avoir, récemment je lisais dans le journal, on a eu un projet immobilier qui avait eu quelques difficultés, puis une personne s'est exprimée avec beaucoup d'autorité en disant moi je fais davantage confiance au bon sens des anciens qu'aux ingénieurs. Il s'agissait de construire un immeuble. Bon, ça vous apprécierez où ça peut nous mener, mais également par rapport à un sujet qui est assez prégnant dans la région, les questions d'eau. C'est vrai que pour les Raphaëlois, j'ai souvent eu l'occasion de m'exprimer, mais puisqu'il y a également les intervenants, c'est assez intéressant. Tous les jours, vous avez les médias, encore ce matin d'ailleurs, où quand on vous présente la région, les questions d'eau, etc., une des premières questions qu'on me dit, alors ça va avec la sécheresse, même quand il pleut beaucoup. Alors que si vous abordez en allant au fond du sujet, quand vous voyez que les communes qui ont le plus de problèmes ont 50% de taux de fuite, ça se rapporte peut-être à la question de la technologie, tout simplement. Et quand vous regardez que certains qui ont des problèmes ne se sont pas raccordés là où vous avez de l'eau, effectivement, vous apercevez que les solutions, on parlerait peut-être un peu moins de la sécheresse ou de problèmes que peuvent rencontrer certaines communes, tout simplement si on faisait confiance ou qu'on appréhendait le sujet de manière scientifique. Parce que ce n'est pas avec des arrêtés qu'on va évidemment faire pleuvoir. C'est peut-être comme les Indiens, alors il faudrait un grand Manitou en préfecture, mais nous ne l'avons pas. Alors, ça implique aussi, me semble-t-il, et c'était une réflexion que je me faisais, que chacun doit aussi rester à sa place, et ce sujet est important, c'est-à-dire que le politique n'est pas un scientifique, ce n'est pas à lui de clore aussi une discussion. C'est vrai que toutes les discussions, je crois qu'en termes de climat ou de météorologie, il y a beaucoup de sujets, il y a des tendances qui sont là évidemment, mais on ne peut pas dire, c'était la déclaration du secrétaire général de l'ONU récemment en disant voilà, c'est terminé, on a passé le débat scientifique. Non, la science doit vivre et il n'y a pas de vérité immuable à un moment donné. Enfin, c'est un sujet qui évidemment est intéressant. Donc le politique n'est pas un scientifique et le scientifique n'est pas un politique. Et il ne faut pas mélanger les gens, c'est aux politiques de prendre les décisions. Et on l'a vu pendant le Covid. Vous avez des données scientifiques, mais il y avait 3 options qui étaient sur la table. Celle qu'on a choisie, c'est-à-dire on s'occupe de tout le monde. Il y en avait une qui pouvait consister à dire on va prioriser uniquement à l'égard des populations les plus sensibles. On l'a aussi fait en partie. Ou bien on va permettre aux forces actives et aux jeunes, et on va prioriser cette catégorie parce qu'il faut que le pays puisse fonctionner. Donc on voit que le choix par rapport à des données scientifiques est un choix politique. Et ce n'est pas le scientifique qui prend la décision, c'est le politique qui doit prendre la décision. C'est dans ce sens-là qu'il faut que chacun soit à sa place. Et puis, vous aborderez très certainement ce qui, à mon sens, est aussi peut-être le sujet le plus prégnant et qui n'est pas toujours abordé, c'est le sujet des technologies aussi, de la vie privée et puis de la sécurité et où on doit aller. Où on doit aller et au nom d'un État qui serait efficace et très efficace. Pendant le confinement, on a vu que c'est très efficace, la délinquance baisse. Donc, il existe des solutions. Il existe des solutions, et on a eu l'occasion de l'évoquer, notamment, qui permettent de surveiller. On voit des exemples de contrôle social également qui existent dans certains pays comme la Chine, et les moyens technologiques permettent aussi une surveillance complète, et jusqu'où il faut aller pour pouvoir se sentir en sécurité. Et ça, ce sont des sujets aussi qui doivent être dans le débat public et qui devront être tranchés. Alors, aujourd'hui, donc je suis vraiment ravi de vous accueillir. Je dirais que pour poursuivre cette réflexion, je voulais vous citer Karl Marx, ce qui n'est pas habituel à Saint-Raphaël. L'innovation technologique peut transformer le monde pour le mieux, mais elle pose également des défis importants en matière de gouvernance, de responsabilité et de justice. Donc c'est le débat que nous allons ouvrir. Je tiens à remercier particulièrement ce soir M. Gérard Mourou, prix Nobel de physique, donc, qui sera notre intervenant. Bien entendu, Madame Catherine Bréchignac, ma chère Catherine, merci, physicienne, ancienne présidente du CNRS et également membre de l'Académie des sciences.
Merci Laetitia Avia aussi d'être parmi nous et d'animer ce débat. Donc vous voyez que je suis très heureux aujourd'hui d'ouvrir cette deuxième édition. Je préciserai également à l'égard du public que nous aurons des ateliers, 6 ateliers d'initiation à l'intelligence artificielle ouverts à tout le monde ce week-end, aussi particulièrement à la jeunesse qui était présente en début d'après-midi, car il est important que chacun puisse comprendre et appréhender les bouleversements gigantesques à venir en la matière. Donc je vous souhaite à tous un excellent printemps des technologies. Merci. Rebonsoir à toutes et tous. Merci, Monsieur le maire, pour ce discours qui a, en tout cas, le bénéfice de toujours nous ramener nos discussions dans le concret et dans nos questions quotidiennes. Alors, nous allons commencer notre grande conférence du soir. Et pour cela, pour présenter notre invitée très spéciale, je vais appeler Madame Catherine Bréchignac, physicienne, ancienne présidente du CNRS, et membre de l'Académie des sciences. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le maire, pour votre discours. Bon, c'est un grand plaisir de présenter Gérard Mourou, parce que Gérard Mourou est un physicien extraordinairement original, qui a des idées avant tout le monde, en fait. Et il a commencé à faire ses études en France, à Grenoble, et puis ensuite il a fait une thèse de 3e cycle dans la région parisienne, et puis il est allé au Canada, puis il est revenu en France, et il est reparti aux États-Unis, etc. Et il s'est intéressé au laser et surtout à essayer de réduire l'impulsion laser. Alors, il faut savoir que la France est un pays tout à fait extraordinaire au niveau des lasers. On a eu un prix Nobel, Gérard Mourou, en 2018, on en a eu 2 en 2023, toujours sur les temps courts. Et c'est très étonnant parce que on est bon dans les lasers et puis on est aussi très bon pour faire migrer les gens qui travaillent en France sur les lasers et qui sont bons pour qu'ils partent ailleurs. Alors, Gérard a passé quand même 30 ans aux États-Unis. Anne Huillier est partie en Suède. Agostini, il faisait ça à 65 ans, il a dû partir parce que c'était la retraite au CEA. Il est parti aussi aux États-Unis. Donc c'est un tout petit peu dommage. Alors évidemment, heureusement, la communauté scientifique est une communauté qui n'a pas de frontières. Je dois dire que pour nous, c'est moins important, mais malgré tout, c'est quand même une question à laquelle il faut réfléchir et essayer d'avoir un financement un peu meilleur pour les chercheurs. Bon. Ceci étant, Gérard, il a donc travaillé sur les lasers pulsés en essayant de condenser l'énergie d'un pulse laser de plus en plus dans des temps de plus en plus courts pour avoir des puissances extrêmement élevées, et il vous en parlera tout à l'heure. Puis, c'est lui qui, le premier, en faisant ce genre d'opération, est arrivé à voir des filaments, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le rayon lumineux se fragmente en morceaux parce que l'intensité laser est extrêmement grande. Et là, et maintenant, il vous montrera comment il est arrivé à avoir des impulsions très petites et très intenses. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on arrive à faire des impulsions laser de l'ordre de l'attoseconde. Alors, atto, ça veut dire 10-18. Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne 10-18. Alors, pour vous dire, si vous voulez, pour arriver à 1 seconde à partir des attosecondes, vous avez le même nombre que pour partir d'1 seconde et arriver je dirais, au Big Bang. Ça vous donne une idée dans les deux sens. Voilà. Alors, je te passe la parole, Gérard.
retour vidéo pour le PowerPoint. C'est ça. Ouais. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup. Hein, merci à la ville de Saint-Raphaël pour m'avoir invité. Merci à Catherine Brégignac pour cette introduction. Vraiment, quand on m'a téléphoné en me disant, voilà, je suis à Saint-Raphaël, et puis, ah oui, je me dis, mais oui, il y a 2-3 ans, là, on avait eu cette conférence de la revue politique et parlementaire, que j'avais bien aimé. Alors, je lui dis, d'accord, j'accepte. Et donc, je vais vous parler de science, je vais vous parler d'optique, je vais vous parler de laser. Enfin, déjà, Catherine a bien défloré le sujet à mon égard, mais je vais remettre une couche. Voilà, donc là, je vais vous parler de lumière. Vous savez ce que c'est que la lumière, hein? Et celle que je vais vous présenter, vous ne le savez pas encore. Donc, de la lumière extrême, une lumière qui est excessivement intense. Intense, mais vraiment, vous verrez que c'est beaucoup plus que vous le pensez. Donc, et c'est avec ça que j'ai eu le prix Nobel. Et je suis très content de montrer ma co-lauréate du prix Nobel. Je dois dire que lorsque j'ai reçu ce coup de téléphone qu'on n'oublie jamais, le premier mardi du mois d'octobre, j'allais à la piscine, comme tous les midis, et c'était au moment où ils annonçaient le prix Nobel, et ma secrétaire me court après, me dit Gérard, revenez, vous avez un coup de fil de l'étranger. Et lorsque j'ai pris le téléphone, bien sûr, il y avait le chairman du comité Nobel qui me dit voilà, ben vous êtes le lauréat du Nobel de physique cette année. Alors bien sûr, j'étais fou de joie. Et puis il me dit oui, mais c'est pas fini. C'est que vous allez le partager avec votre étudiante, Donna Strickland. Et là, bien sûr, je me suis dit, maintenant, bon, je peux mourir maintenant, quoi, vraiment. Voilà, donc je vais vous parler un peu de lumière et d'optique et de toutes les applications qui peuvent être exécutées à partir de la lumière dont je vais vous décrire. Alors la lumière, elle est née il y a 13 milliards d'années, 13,8 milliards d'années au cours du Big Bang. Okay. Mais finalement, la lumière qui est en fait ce qu'on appelle des photons, des particules de lumière, etc. Ça dépend comment on voit, comment on l'imagine. Mais c'était la lumière incohérente. Hein. Alors, la lumière incohérente, c'est un petit peu comme cette lumière qui se dégage de cette ampoule. Cette lumière incohérente est un petit peu comme des coureurs de marathon. Hein. Tous ces marathons, bien sûr, ont un objectif. Il n'y en a qu'un qui va l'obtenir, mais ils sont habillés différemment, ils ne se connaissent pas, etc. Voilà. Et ça, c'est incohérent comme mouvement. Et en 1960, à Malibu, en Californie, Ted Naiman, et ça c'était le 16 mai 1960, dans l'après-midi, le premier tir de lumière
cohérente était produite. Alors la lumière cohérente, maintenant, par rapport au marathon dont je vous ai parlé, c'est un petit peu comme un défilé militaire qui descend les Champs-Élysées. Hein. Donc, où là, tous les soldats sont vêtus du même uniforme, ils avancent rigoureusement au même pas. À partir de la connaissance de la position d'un soldat, on connaît la position de tous les autres. Et ça, c'est la lumière, une analogie de la lumière laser. Vous voyez, c'est profondément différent. C'est toujours composé de photons, mais il y a une organisation extrême qu'il y a dans le laser et qu'il n'y a pas, bien sûr, dans un marathon. Alors, maintenant, il y a deux types de lasers. Il y a des lasers très très continus, hein, c'est-à-dire qui peuvent osciller pendant une seconde, mais la lumière, quand elle oscille une seconde, elle produit, disons, ça se passe en 10 puissance 15, l'ordre de 10 puissance 15 cycles, hein, en seconde. La lumière a ce qu'on appelle la période, ou la longueur d'onde, hein, et donc le nombre, dans une seconde, la lumière qui va de la Terre à la Lune, donc oscille 10 puissance 14 fois. Bon, je vais aller un peu plus vite. Alors la lumière, elle peut être produite, cette lumière laser, cette lumière extrêmement organisée, peut être produite sur des temps très très longs, ou bien on peut décider de la produire sur des temps excessivement courts. Enfin, on peut décider, c'est pas facile, c'est un art, hein, pour arriver à produire des impulsions extrêmement courtes. Donc, et les impulsions que l'on produit maintenant sont de l'ordre de 10-15 secondes. Hein. Donc c'est un millionième de milliardième de seconde. Ça, c'est ce que produit nos types de lasers, les lasers que l'on produit. Alors on peut se dire, pourquoi est-ce qu'on produit des lasers qui émettent des impulsions si courtes? Il y a plusieurs applications. Il y en a une au moins. C'est par exemple, si vous voulez photographier quelque chose qui va très 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 vite, comme des atomes qui oscillent autour d'un noyau, des choses comme ça, eh bien, il faut aller très vite. Hein. Il faut aller à la femtoseconde, et ça, c'était le thème du prix Nobel de cette année. Et donc, les impulsions ultra courtes, là, la femtoseconde, si par exemple on produit une certaine quantité d'énergie disons 1 joule en une femtoseconde, ça veut dire que la puissance que vous émettez pour produire 1 joule en une femtoseconde, eh bien, elle est de l'ordre de 10 puissance 15 watts, ce qu'on appelle le pétawatt. Ça veut dire que c'est à peu près 1 million de centrales nucléaires de 1 gigawatt. Donc, et ça, c'est pratiquement, quoi, et ça, bien sûr, on le produit pendant une femtoseconde. Hein. Donc ça vous donne les choses avec lesquelles nous jouons. Et donc, une chose, donc quand vous avez cette lumière donc, qui est excessivement intense pendant très très peu de temps, si vous la focalisez, eh bien, la pression de radiation, la lumière exerce une pression. Elle est excessivement faible, bien sûr, quand on parle de cette lumière-là qui nous entoure. Mais pour nous, la lumière, si on la focalise sur
un spot qui est limité par la diffraction, c'est-à-dire qui est limité par la longueur d'onde de la lumière, elle est équivalente à des millions, le poids de millions de tours Eiffel sur un doigt. C'est la pression que vous ressentiriez si vous étiez capable de faire l'expérience. Donc c'est ce genre de choses que la lumière peut faire. Et c'est pour ça qu'on l'appelle extrême. Alors maintenant, depuis l'invention, parce que maintenant je vais vous décrire un petit peu le type d'application qu'on peut avoir, qu'on peut faire avec ça. Donc, là, je vous ai ce graphique. Donc, en abscisse, vous avez les années. En ordonnée, vous avez la puissance. Alors, lorsque je sais pas, on ne voit pas beaucoup, hein. Donc, le laser est né en 1960. Et en 1960, les intensités qu'on pouvait produire avec ce laser étaient de l'ordre de 10 puissance 8 watts, c'est-à-dire la puissance, divisée par l'air sur un centimètre, donc 10 puissance 8 watts par centimètre. Hein. Donc 10 puissance 8, ça fait 100, l'ordre d'une centaine de kilowatts, bon, par centimètre. Alors, donc c'était énorme au début, c'était énorme. Moi, quand on a commencé, on avait des lasers qui émettaient ce genre de rayonnement, et c'était déjà énorme. Ensuite, on s'est amélioré, on est allé à 10 puissance 10, et on est arrivé à un moment, et ça c'est la partie violette, où on n'a plus pu augmenter les intensités. Et la raison, c'est que l'intensité laser devenait tellement forte qu'elle pratiquement détruisait ou bien détruisait les matériaux dans lesquels elle se mouvait. Et là, il y a eu un plateau pendant une vingtaine d'années, il y a eu un plateau où la lumière plafonnait à 10 puissance 12-13 watts par centimètre carré. Et c'est à ce moment-là, une vingtaine d'après, qu'on a eu donc cette eureka. On a compris comment faire pour se débarrasser, contourner les difficultés donc, qui nous empêchaient de monter, augmenter la durée, augmenter les intensités. Et alors, maintenant, on est à des intensités qui sont absolument considérables, puisqu'on considère, avec les intensités que nous avons, qu'on pourrait matérialiser le vide, ou qu'on pourrait le mettre en ébullition, si vous voulez. C'est donc ces intensités à 10 puissance 8, 18 watts par centimètre carré. Et donc, c'est matérialiser la lumière. Voilà. Ça, c'est notre but un petit peu final. Hein, mais on n'en est pas si loin que ça. Hein. Voilà. Donc, alors, il y a une chose. Maintenant, je vous donne l'application. Je vais revenir maintenant à la partie violette, et je vais parler un peu des applications beaucoup plus pratiques que celle-ci. Et l'application la plus pratique, bien sûr, c'est d'utiliser le laser pour le machining, le micro-machining, le micro-usinage. Alors, si on prend un laser qui a des impulsions très... pour nous, c'est la nanoseconde, hein, c'est-à-dire 1 milliardième de seconde. Pour nous, c'est très long. Hein, c'est très long. Eh bien, si on veut essayer d'enlever de la matière, usiner, eh bien, on va créer vraiment des cratères qui ne sont pas beaux du tout. Donc, on ne fera pas un usinage propre.
Mais avec les impulsions extrêmement brèves, lorsqu'on la matière au contact avec ces impulsions ultra brèves pendant si peu de temps, elle crée un usinage pratiquement parfait. Et vous pouvez voir, par exemple, des trous qui sont finalement pas importants, hein, c'est une centaine de microns, c'est pas grand, et les bords sont absolument parfaits. Voilà, il n'y a pas d'endommagement, c'est net. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut aller dans la matière et créer cet usinage dans les matières transparentes, bien sûr. Et ensuite, on en arrive à une application qui provient d'un accident qui s'est passé dans mon laboratoire et où mon élève utilisait le laser, le réglait, et à un moment donné, il a mal mis ses lunettes et il reçoit le laser dans l'œil. Alors, tout de suite, il vient affolé, etc. Je lui dis, écoute, allez, on part à l'hôpital, on va aller à l'hôpital. Et là, un jeune interne, pas encore un docteur, hein, regarde mon étudiant, il regarde la rétine, il dit, mais qu'est-ce que tu as comme laser? C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et donc, dit Taradou, mon étudiant, qui était couché, qu'est-ce qui est extraordinaire? Il me dit, c'est que l'endommagement est parfait. Est parfait. Là, bien sûr, on a vu qu'on avait quelque chose d'important. Et l'interne, bien sûr, après, tout de suite, on est aux États-Unis, hein, donc il s'est mis avec d'autres membres de mon groupe et on fondé une compagnie qui a fait vraiment qui était très très prospère. Et alors, je suis sûr que certains d'entre vous, en général, il y en a une personne sur 10, chaque fois je le demande, je pense qu'il doit y avoir une dizaine de personnes qui a eu des problèmes d'ophtalmologie et qui a été opéré par le laser femtoseconde. Voilà, donc ça c'était une application vraiment. Et maintenant, il y a des millions et des millions de personnes par an utilisent cette procédure. Alors maintenant, il y a une chose que l'on peut faire avec ce laser qui est si puissant et qui a une pression aussi, une radiation si intense, c'est qu'on peut accélérer les particules. Alors, vous me direz, l'accélération de particules, finalement, ça n'intéresse que les scientifiques. Non, parce que l'accélération de particules est utilisée, bien sûr, en médecine. En médecine, pour les opérations comme la protonthérapie. À Nice, vous avez un système de protonthérapie, mais qui utilise bien sûr des systèmes classiques d'accélération de protons. Alors, vous allez voir que ce rayonnement laser peut accélérer les particules d'une façon extrêmement efficace et à des énergies qui sont tout à fait comparables avec les systèmes actuels, les accélérateurs actuels, qui sont utilisés dans les hôpitaux. Alors ça, on utilise en fait le fait que l'impulsion est très très intense. Parce qu'elle est très intense, elle va pouvoir créer ce qu'on appelle un plasma. Et ce plasma va former une onde plasma. Hein, alors voilà, comme ça se passe, c'est que ici on a ce jet de gaz, et un jet de gaz noble, hein, l'argon et autres, et on focalise le laser, et la focalisation du laser
va produire donc ces tons de plasma. Et dans ces tons de plasma, il y a les électrons qui vont tomber dans la vague et ensuite vont être entraînés par cette vague à la vitesse de la lumière. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'énergie que ces électrons peuvent acquérir est phénoménale. Et l'énergie, on exprime ça en GeV, est de l'ordre du GeV par centimètre. Alors que du GeV par centimètre. Si vous voulez faire la même chose avec un accélérateur normal, c'est ce genre d'accélérateur qu'il vous faut. Ce n'est pas la même chose et ça ne fait pas 1 centimètre. Comme je pense que j'ai l'application, oui, le synchrotron Soleil, par exemple, qui est sur le plateau de Palaiseau, eh bien, il fait 3 GeV, il ne fait pas 3 centimètres. Et donc, c'est quelque chose qui est, c'est une application qui est extrêmement importante, non seulement pour les scientifiques, mais aussi pour les gens qui font de la science des matériaux et pour les médecins, etc. Bon, c'est extrêmement utilisé. Et donc, alors oui, ça c'est... bon, je ne vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus. On va le... oui, donc, ces électrons qui sont accélérés par ces accélérateurs laser, maintenant peuvent être utilisés, par exemple en protonthérapie, et puis en nucléarothérapie, en diagnostic, etc., peuvent être utilisés, et pas encore tout à fait, mais ils arrivent, et c'est extraordinaire, parce que pour faire de la protonthérapie, il faut accélérer les protons jusqu'à des énergies très très importantes. Et c'est pourquoi il nous faut des installations énormes. Pourtant, la protonthérapie est quand même la thérapie de choix si on a le cancer. Parce que les protons, si on irradie les tumeurs avec des radiations, comme les rayons X, etc., ou bien avec des électrons, eh bien, on va non seulement brûler la tumeur, mais on va brûler aussi les tissus sains qui sont avant ou après la tumeur. Donc, ce n'est pas très, très intéressant. Et ce qui n'est pas le cas pour les protons. Les protons, on peut régler l'énergie de ces protons de façon à ce qu'ils s'arrêtent exactement au niveau de la tumeur. Donc, c'est extrêmement intéressant. Le gros avantage, le gros inconvénient jusqu'à présent, c'était l'énormité du système accélérateur. Alors maintenant, avec des systèmes beaucoup plus compacts, disons que la protonthérapie pourra être accessible à tout le monde. Voilà. Alors maintenant, l'autre grande application, bien sûr, je vais te présenter le médical maintenant, c'est d'essayer de faire l'énergie nucléaire qui soit propre. On sait bien sûr que l'énergie nucléaire, c'est vraiment là, je crois, où pas que moi, mais beaucoup, on se dirige pour avoir de l'énergie pendant encore beaucoup d'années sans détruire la planète. Alors, ici, donc je vais parler un petit peu d'uranium, thorium. Bon, ce sont les mêmes, ce sont des actinides, ce sont les mêmes choses, mais ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir utiliser maintenant les neutrons, les particules qu'on produit par ce laser, mais on les produit d'une façon extrêmement simple et pas chère. Et on va maintenant les utiliser dans l'industrie nucléaire
pour faire de l'énergie. Hein. Donc on a une chance de faire l'énergie pas chère et abondante. Alors, il faut savoir que là, si je prends une centrale nucléaire d'1 gigawatt, qui est la centrale nucléaire de base, eh bien, pour l'alimenter, pour que la centrale produise 1 gigawatt pendant une année, eh bien, il faut une centaine de trains de charbon, de 100 wagons. Donc, bien sûr, on voit les dégâts que ça peut faire dans la nature. Si vous maintenant utilisez l'uranium, c'est bien mieux, ça fait 300 tonnes. Et si vous utilisez 300 tonnes d'uranium, si vous utilisez le thorium, eh bien, maintenant, vous parlez plus que d'une tonne. Hein. Mais il y a une chose, c'est que... Pardon, voilà. Alors, il y a un problème. C'est bien sûr le problème de l'énergie, les problèmes des déchets que vous allez créer en essayant de produire de l'énergie à partir du nucléaire. Si par exemple je prends mes neutrons que j'ai fabriqués avec mon laser, hein, que j'ai plutôt accélérés avec mon laser, bon, je les envoie sur un noyau combustible, un noyau fissile, comme l'uranium, comme le thorium, eh bien, le noyau, il va y avoir des choses qui vont se produire. Alors, vous allez le fissionner, et c'est cette fission qu'on recherche. Hein, et donc, ce noyau va se fissionner en déchets qui auront une vie courte. Donc, ça va. Mais, de temps en temps, lorsqu'un neutron arrive et percute le noyau de l'uranium, eh bien, il va aller se loger dans le noyau. Et il va faire ce qu'on appelle des actinides mineurs. Et le problème des actinides mineurs, c'est le problème majeur. Parce que cette nouvelle espèce qu'on vient de créer en ajoutant un neutron, eh bien, il a un temps de vie qui est très très long, qui peut être des centaines de milliers d'années. Et il est radioactif. Il va émettre son énergie pendant tout ce temps-là. Donc, évidemment, c'est le problème. Donc, il faut s'en débarrasser. Alors, plusieurs solutions. On peut transmuter les noyaux. Donc, on prend les noyaux maintenant qu'on a créés qui posent ce problème-là, ce minor actinide, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va le transmuter, on va le changer en envoyant des neutrons qui sont toujours, dans notre cas, qui seraient toujours produits par le laser. Et là, on va casser ces éléments qui sont très, 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 très nocifs pour en faire maintenant des éléments qui ont des temps de vie de minutes, de secondes. Hein? Donc ça, c'est une voie qui est très intéressante et que personnellement je poursuis pour se débarrasser de ces déchets. Alors, bien sûr, là, ça c'est le type de laser qu'on est en train de réaliser, qui est composé pas seulement d'un barreau, mais de centaines de milliers de milliers de fibres, par exemple, de milliers de fibres pour l'instant. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et le but du jeu, c'est de faire ce qu'on appelle des accélérateurs qui sont driven subcritical reactor, où on utilise maintenant nos neutrons qui sont produits par le laser, et ensuite on va irradier
on va rester au-dessus du seuil en alimentant disons, on va alimenter avec le laser la création des neutrons que l'on crée. On alimente avec des neutrons de façon à ce qu'il reste juste au seuil, de façon à pouvoir contrôler le seuil avant qu'elle s'emballe, le seuil d'emballement. Donc, c'est une solution qui avait été proposée par Carlo Rubbia et qui paraît très intéressante, et on pourrait la produire avec notre système. Alors, il y a une chose aussi que j'aimerais parler avant de... La dernière chose que j'aimerais couvrir, parce que c'est quelque chose qui nous embête en ce moment et qui va nous embêter pendant un petit moment, si on ne résout pas ce problème, c'est tous les débris orbitaux que l'on a créés et qu'on continue à créer à partir de 1957, lorsqu'on a commencé à faire le début de l'ère spatiale. Et ça, donc actuellement, il y a énormément de débris qui ont été créés avec toute l'activité, bien sûr, toute l'activité satellite. On a envoyé énormément de satellites. En fait, on a augmenté, c'est ça, depuis la création, depuis le début de l'ère spatiale, eh bien, on a envoyé 28 000 tonnes de matériaux dans l'espace. Et ceci, il y a de ces 28 000 tonnes, il y en a à peu près un quart qui nous reste et qui sont satellisés autour de la Terre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut absolument qu'on se débarrasse de ça parce que c'est dangereux, bien sûr, et puis c'est très cher parce que ça détruit les satellites que l'on met en orbite et aussi les astronautes. Donc là, je vais vous montrer un petit film, là justement, la façon dont on va faire pour déorbiter ou pour solutionner ce problème. Alors ce que l'on va faire, c'est que vous voyez, il y a tous ces débris. Alors ces débris, ils vont du millimètre jusqu'au mètre. Donc, alors bien sûr, les tout petits, il y en a énormément. Les gros, il y en a un peu moins. Et bon, mais il va falloir maintenant s'en débarrasser. Alors, je vais montrer un petit peu ce qui se passe. Ce qui a lancé tout ça, cette activité, c'est le fait que les Chinois avaient lancé un antimissile pour se débarrasser d'un de leurs missiles. Et quand ils ont fait ça, eh bien, ils ont créé des millions de débris. Tout de suite, on a vu que ça, c'était pas la chose à faire. Et donc, ce petit film-là relate cet événement. Donc voilà, en 2007, les Chinois lancent donc cet anti-satellite pour détruire un de leurs satellites. Et en faisant ça, il y a eu énormément de débris qui ont été créés, par exemple comme celui-ci. Alors maintenant, l'idée, c'est de prendre le laser, et puis ce type de laser, là, qu'on est en train de fabriquer, qui est spécial. Et ensuite, on va traquer les satellites, les déchets. Et lorsqu'on voit un débris, eh bien, on va lui envoyer un faisceau laser qui va simplement faire une ablation. Parce qu'on ne veut pas détruire le déchet, parce que en le détruisant, on crée d'autres déchets. Donc, ce qu'il y a, on fait une ablation qui va créer un effet fusée et qui va déorbiter le débris. Voilà. Et cette façon dont on espère se débarrasser de nos débris. Voilà. Et donc, je crois, oui, je voulais vous dire que, bon, quand on a eu le prix Nobel avec Donna, on a été invité par le pape.
C'est ce qui se passe lorsqu'on est prix Nobel. Ça ne se passe pas toujours avec le pape, mais on est invité avec énormément de personnes. Donc là, on est avec Donna et dans le bureau du pape. Et on se demandait qu'est-ce qu'on va lui dire au pape. Et finalement, on lui a dit ce que je vous ai dit là. Et bon, bien sûr, tout ce dont je vous ai dit, c'est bien sûr pour le bénéfice de l'humanité. Et ça, c'est bien sûr ce qui est au top de l'agenda du pape. Et il nous a remerciés et félicités. Voilà, et je vais m'arrêter là. Donc, merci. Donc, je voulais simplement dire qu'en conclusion, la lumière extrême est capable de produire les champs électriques les plus intenses, les accélérations les plus intenses, les températures les plus intenses, les pressions les plus intenses. Et donc, pour nous, je crois qu'il offre l'opportunité à l'humanité de sauver ou d'atténuer nos efforts, les problèmes que nous avons actuellement avec tous les problèmes que l'on connaît sur l'énergie, etc. que je viens de citer. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà. Oui. Merci infiniment pour cet exposé qui était passionnant. Et c'est vraiment un très grand honneur pour nous que de pouvoir vous écouter ce soir. En vous écoutant, je me disais, un prix Nobel, en fait, c'est presque du jour au lendemain, passer d'un laboratoire où on échange entre pairs, entre scientifiques, à un moment où cette découverte, ces travaux deviennent partie presque du bien commun, avec ces moments que vous multipliez et dont vous nous faites l'honneur aujourd'hui, qui sont des moments de pédagogie auprès de tous, mais aussi, et c'est ce que vous avez développé auprès des applications, rechercher comment est-ce que ces travaux peuvent être mis au service de l'humanité. Et à cet égard, justement, je me demandais, alors c'est vrai que vous avez décrit un certain nombre d'applications, vous avez vous-même, dans le cadre de vos travaux, réfléchi à tout ce qui pouvait être créé, à toutes les innovations qui pouvaient être générées sur la base de vos travaux, sur la base de cette science. Si vous deviez choisir une application actuelle, future, ou même juste espérée, de vos travaux qui aurait un impact dans notre société, quelle serait pour vous l'application la plus impactante, en tout cas, dans celles qui existent ou dans celles qui n'existent pas encore et qui peuvent faire l'objet d'une innovation? Vous avez un micro juste là. Oui, alors, disons, quand on a le prix Nobel, les choses ne changent pas du jour au lendemain. Parce qu'on y a travaillé pendant 30 ans, avec passion. Et on ne perd pas sa passion quand enfin moi, ça a été mon exemple, et puis je crois que beaucoup de mes collègues aussi, on ne perd pas sa passion parce qu'on a un prix Nobel. On reste exactement, je fais exactement ce que je faisais. Il m'a fallu 30 ans, et ça c'est typique, 30 ans pour avoir le prix Nobel. On n'a pas le prix Nobel comme ça en 24 heures. Mais ça prend un certain nombre d'années. Mais on est animé par une passion, et ce n'est pas le fait d'avoir le prix Nobel qu'on arrête. Non, parce que vous êtes un passionné, parce que vous êtes très humble. Comment ? Parce que vous êtes passionné et parce que Absolument, vous êtes très humble. C'est ça qui nous anime. Aussi. C'est ça qui nous anime. Et donc, bien sûr, un scientifique digne de ce nom s'occupe, enfin, s'il travaille dans un domaine, il détecte des applications importantes.
et il va essayer de satisfaire son envie, quoi. Il détecte, mais c'est beaucoup de patience, beaucoup de... Alors maintenant, les applications que je vois pour le futur, bon, il y a eu l'application pour l'ophtalmologie. Bon, c'est arrivé, en anglais on dit serendipity. Hein, c'est la serendipité, c'est-à-dire on réussit, mais par accident. Vous avez un énorme accident. Bon, mais on a mis en œuvre justement pour que cet accident arrive. C'était pas supposé être un accident, mais on travaille énormément sur ce type de laser. C'est ce qui s'est passé pour les applications, etc. Et maintenant, il y a 2 millions, 3 millions de personnes qui ont cette procédure par an. Mais c'est ce qui nous anime, c'est ce genre de choses, c'est de trouver la bonne application. Alors, les applications, pour moi, pour le futur, elles sont évidentes. Bien sûr, l'énergie, hein, ça c'était important. Bien sûr, trouver des façons de soigner. On parlait avec Catherine de cancer, etc. Et maintenant, nous avons, avec le laser femtoseconde, une nouvelle façon de peut-être de traiter le cancer. On n'est pas arrivé jusqu'au bout, mais la production d'électrons, au lieu d'utiliser les protons, avant on n'utilisait pas les électrons parce qu'il y avait des propriétés qui n'allaient pas pour le cancer. On s'est rendu compte que ce n'est pas vrai. Que maintenant on peut utiliser les électrons qui sont très faciles à produire, en fait. Beaucoup plus que les protons. Donc bien sûr, on va changer notre fusil d'épaule, et puis on va... Mais c'est une aventure constante. Mais je dirais qu'on ne travaille pas pour le prix Nobel. Merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur... Je suis content de l'avoir. Hein. Mais j'espère bien, et nous sommes très contents que vous l'ayez, surtout. Je ne vais pas le redonner. Je voudrais revenir sur cette erreur humaine qui a finalement mené également à de la création. Et ce n'est pas la première fois que dans l'histoire de la science, on a des découvertes qui sont liées à un facteur humain qui était imprévu. Pour faire un petit peu le lien avec les sujets de discussion qu'il y aura demain, et notamment sur les questions d'utilisation de l'intelligence artificielle en matière de recherche, de santé, où on va essayer de reposer un maximum sur les nouvelles technologies pour pouvoir davantage tester, modéliser. Est-ce que vous pensez qu'on prend aussi peut-être un risque de perdre ce facteur erreur dans la création scientifique en reposant davantage donc, sur des modélisations numériques que sur ce petit facteur humain qui peut parfois tout changer? Ouais, vous voulez dire que vous voulez essayer d'éliminer toutes les erreurs. Et souvent les erreurs, enfin pas souvent, hein, pas souvent. Le cas de Christophe Colomb en est un bel exemple, hein, d'une grosse erreur pour lui, mais finalement il a découvert l'Amérique comme ça, en pensant découvrir la Chine. Et donc c'est le facteur d'erreur est comme, enfin, je pense aussi vous voulez. Est utile aussi, est quand même utile, mais on ne peut pas compter dessus. Lorsque vous avez parlé du moment où vous avez reçu ce prix Nobel, ce fameux coup de fil, on a senti une certaine émotion à l'idée de le partager avec celle qui était votre élève. Et donc je pense que vous êtes très attaché à la transmission du savoir. Oui. Aujourd'hui, dans les travaux scientifiques, dans l'innovation technologique, on voit de plus en plus cette injonction et volonté aussi
de rendre absolument tous les travaux transparents, de travailler en open source, de rendre en matière technologique les codes ouverts à tous pour que chacun puisse contribuer également à la démarche scientifique. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est positif pour la science, ou est-ce que cette ouverture et ultra-transparence, elle peut affaiblir, amoindrir finalement le savoir scientifique? Moi, je suis pour l'ouverture. Hein. L'ouverture contrôlée, certainement. Hein. C'est-à-dire que, bon, on ne peut pas... effectivement, il y a des secteurs où il faut maintenir quand même une certaine discrétion sur ce qu'on fait, etc., etc. Mais je suis, moi, personnellement, pour l'ouverture, parce que toutes les bonnes idées, finalement, que j'ai eues, elles viennent au cours de discussions qu'on a eues à table, ou de choses comme ça. On réfléchit après et on... Donc, et on ne sait pas quand est-ce que les choses vont arriver. On ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir ce eureka moment. Alors, donc ça, c'est le... Oui, j'ai un gong, mais on va tricher un tout petit peu. Personne ne saura. J'ai une dernière question, et pour laisser ensuite possibilité à peut-être 2-3 questions de la salle. On est dans un moment où on parle beaucoup de science. On est dans un moment où beaucoup sont aussi un petit peu apprentis scientifiques, hein, il faut le dire, et essayent en tout cas d'avoir une parole scientifique sans avoir derrière forcément le savoir. On a beaucoup d'innovations, beaucoup de technologies aujourd'hui dans le débat public. Hein. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de vivre une période qui est une période d'âge d'or, en fait, de la science, de l'innovation, ou est-ce qu'on est dans une continuité de votre expérience? Ben moi, je peux parler que de... Je ne savais pas comment c'était avant. Avant que je fasse des sciences, je ne savais pas comment ça se passait, bien sûr. Mais actuellement, il y a vraiment une activité extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et... On vit une période charnière en ce moment. Oui, charnière, si vous voulez. Non, je ne pense pas qu'il y a eu une charnière. Ça a évolué à part. Bon, c'est bien sûr le moment charnière, si vous voulez, c'est le siècle des Lumières. Parce que tout est parti de là. Le siècle des Lumières, où petit à petit, les choses se sont accélérées, on a découvertes, etc. Mais c'est fantastique ce qui se passe. Il ne faut pas avoir peur de la science. Il ne faut pas avoir peur de la science. Non. Je pense que c'est ce qu'on doit retenir. Alors oui. Mais pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Vous avez entendu le gong, hein, donc on n'a pas beaucoup de temps pour des questions, mais si quelqu'un a une question, voilà, 2 questions, un homme, une femme, en plus j'adore, c'est parfait. Oh, c'est gentil. Merci, bonjour. Je voulais simplement savoir, le président de la République a relancé la construction éventuelle de centrales nucléaires. Est-ce qu'elles vont être modifiées en fonction des dernières technologies, de ce que vous avez expliqué sur les lasers qui vont produire moins de déchets et qui vont permettre aussi d'éliminer éventuellement ces déchets qui sont à long terme? Oui. Non, je ne pense pas que les nouvelles technologies comme le laser, etc., j'avoue que je ne conseillerais même pas. Parce qu'il faut... toutes les technologies qui sont employées dans le nucléaire sont confirmées. Et finalement, il y a très peu d'accidents. Il y a des accidents, mais alors tout de suite, bien sûr, on les remarque, les accidents qui se passent pour le nucléaire. Mais le nucléaire fonctionne très bien. Oui, il y a les déchets, mais même là aussi, il y a des méthodes. Mais oui, pour ce genre de choses, j'avoue que je suis un des premiers à dire, bon, mais on va s'en occuper pour les
Oui, oui, oui. Non, mais vous avez raison. Oui. Il y a une deuxième question. Oui, merci pour votre présentation d'abord. Et moi, j'ai pas compris. Vous avez dit à un moment que le fait de focaliser au maximum la lumière permettait de visualiser le vide. Alors ça m'a scotché, je ne comprends pas. Ça permet de produire la lumière. La lumière, le vide n'est pas vide. C'est ça que je veux dire. D'accord. Le vide est rempli. Le vide est bon, il y a des ondes électromagnétiques qui se baladent dans le film et qui font partie intégrante au vide. Et le vide est composé en faisant bouillir le vide, hein, parce que quand on veut connaître en physique, les physiciens, quand ils veulent connaître la nature de quelque chose, ils le cassent d'abord, hein, et puis ils voient ensuite les éléments, et puis voilà. Donc ils cherchent à retrouver les éléments qui constituent le vide, et électrons, positrons, et montrer vraiment que le vide, bien sûr, n'est pas vide. Et ça ne pourrait pas. La rapidité de cet éclairage. Alors attendez, quand je dis vide et pas vide, mais je veux dire, elle n'est pas composée d'objets matériels, quoi. Voilà. Ok. En fait, le fait d'éclairer très vite cet objet du vide permet de voir de quoi il est composé, même si c'est pas vraiment des éléments comme vous le dites. Oui. Non, mais c'est non. Pardon. Disons, on éclaire de façon à casser le vide. D'accord. Hein? Ok. On va prendre une question supplémentaire. Merci. De madame qui avait une question également. Tout d'abord, merci pour toutes les explications sur la lumière, les lasers et tout ça. Est-ce que vous avez pu observer quelque chose avec l'œil nu par rapport à la lumière? Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez observé... Mais j'observe tout le temps le spectrum de la lumière, les ondes, est-ce que vous avez pu les voir avec votre œil sans autres optiques? Non. De toute façon, on passe pour le voir quelque chose, on utilise toujours un instrument. Et l'œil est un instrument. Et c'est une lentille. Vous n'avez pas vu quelque chose que nous, les humains, on est limité à voir, puisque vous êtes vraiment avec la lumière? Le professeur Moreau est un humain également. Je vous assure que je n'ai pas une intelligence artificielle ou un androïde à côté de moi, je vous promets. Allez, je vois qu'on ne m'arrête pas, alors moi, comme je suis gourmande, hein, j'ai une dernière question, allons-y. Mais arrêtez-moi, hein, sinon on va passer la soirée ici, hein, je vous le dis. Hein. Merci, monsieur, pour votre exposé. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous pensez que la technologie laser, dans le futur, sera un élément, un vecteur, je dirais, des nouvelles énergies, puisqu'on cherche à remplacer l'énergie pétrolière, etc. Pensez-vous que ce soit un élément qui peut contribuer au développement d'une nouvelle technologie énergétique? Ben oui, c'est pour ça que j'ai parlé de nucléaire, parce que le nucléaire, il est, à mon avis, c'est le futur. Hein. Il a ses problèmes, les problèmes qui sont les déchets, hein, qui ont des durées de vie énormes. Mais si on résout ce problème, après tout le reste, c'est parfait. Enfin, je trouve qu'il n'y a plus de problème. Il a montré, le nucléaire, quand même, que c'était extrêmement fiable. Hein. Et surtout, on a une expérience dans le domaine qui est
considérable. J'ai l'impression, on va prendre une toute Donc dernière question. le laser, de toute façon, il ne faut pas imaginer, c'est que le laser, pour produire ce rayon, il faut de l'énergie. Hein. Il faut de l'énergie parce que au départ, enfin, il émet des watts et des watts et des watts, et pour qu'il émette des watts comme ça, il faut lui en donner. Ce qu'il fait, le laser, c'est un espèce de transformateur. Il prend une lumière ou une énergie qui est complètement désordonnée, si vous voulez, et il en fait une énergie parfaitement ordonnée. Donc c'est ce qu'il fait, c'est un transformateur. Mais il ne crée pas d'énergie. L'énergie laser, il faut d'abord au départ lui fournir cette énergie. Il en prendra une toute petite partie parce que l'efficacité du laser n'est pas très bonne malheureusement. Il en prendra une petite partie de l'énergie que vous lui donnez et il va la transformer en cette lumière qui est idéale. Pardon ? Ah non. Enfin, il ne fabrique pas d'énergie. Hein. Vous allez toujours sortir avec beaucoup moins, surtout parce que le laser, c'est un mauvais exemple au sens de l'efficacité. Le laser est peu efficace. Alors quand on dit peu efficace, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fournit du laser, il faut travailler beaucoup pour recevoir peu. Hein ? Dans le cas de laser, c'est comme ça. On prend de l'énergie qui est, comme je dis, qui est désordonnée, qui vient d'autres formes d'énergie, et on la transforme en lumière qui est extrêmement ordonnée. On va prendre brièvement une toute dernière question. Mais on n'a pas créé d'énergie. Hein. Si je peux me permettre de m'écarter un tout petit peu de la science pour une question plus politico-économique, dans l'exemple que le film montrait de nettoyage des tonnes de débris qui tournent autour de la Terre et qui ne vont pas diminuer puisqu'on lance de plus en plus de satellites, est-ce qu'on imagine que une fois que l'expérimentation a montré qu'il était possible de désorbiter donc un certain nombre de ces débris, est-ce que vous imaginez un service industriel ? Est-ce que c'est un service gratuit pour tous ceux qui lancent un peu tout et n'importe quoi, et notamment du côté de l'Asie, puisque c'est l'exemple que vous avez cité ? Comment ça va s'industrialiser ? Voilà. Oui. Mais j'ai cité l'exemple de l'Asie parce que ça avait été une expérience. Tout le monde a créé des débris. Hein. Chaque fois qu'on envoie quelque chose dans l'espace, il y a une grosse partie qui est sous forme de débris, qui reste, plus ou moins. Je veux dire, j'ai utilisé l'exemple chinois, mais il n'y a pas que les Chinois, tout le monde fait ça. Et c'est effectivement un gros problème, mais qu'il va falloir faire avec, quoi. Donc là aussi, il n'y a que la science et la technologie qui va pouvoir améliorer les choses, peut-être pas l'atténuer complètement, peut-être pas l'enlever, mais le rendre acceptable. Qui va payer ? Mais c'est vous. C'est tout le monde. Parce qu'on utilise tous des produits qui passent par Oui. Ah, ben ça, je sais pas. Alors, il y a une chose, c'est qu'il y a quand même un droit, hein, un droit pour... Et alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas, et c'est un des problèmes qu'on a, c'est que vous ne pouvez pas détruire quelque chose qui ne vous... Dans le droit spatial, vous ne pouvez pas détruire quelque chose qui ne vous appartient pas.
Vous voyez un petit peu le problème. Hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un débris, avant de le déorbiter, il faut être sûr qu'il soit à vous ou à moi. Et je peux vous dire qu'il y a des Mais il y a des avocats qui façons sont de formés faire. à s'assurer de bien déterminer, qualifier qu'un bien spatial n'appartient pas à certaines autorités ou États. Il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement pour ces travaux, ces 30 années de travaux, pour votre exposé brillant, pour vos réponses, pour votre vision globale sur l'innovation, sur la science, sur notre société. Et merci beaucoup pour votre présence et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci aussi à tout le monde.